Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle session du Printemps de l'économie où nous allons traiter des possibles relocalisations. J'allais dire délocalisations, mais c'était la première phase, non, les relocalisations. Pour cela, nous avons la chance d'avoir deux experts, je vous les présenterai un peu plus tout à l'heure, Monsieur Helmut Mood et Sébastien Jean. Alors je salue particulièrement tous les élèves qui nous regardent, avec un petit coucou en particulier pour une classe du lycée français de Londres. Et je vous dis bien, vous pouvez participer, surtout participer. Donc vous pouvez envoyer vos questions. C'est sur YouTube, dans le chat de YouTube. Donc sur la page live, vous envoyez vos questions et ici on me les renverra et comme ça en direct je les pose à nos intervenants. Et voilà, c'est vraiment l'objectif. Voilà, en raison de la situation sanitaire, vous ne pouvez pas être présent, mais participer surtout. C'est tout l'intérêt de la séquence. Alors aujourd'hui, voilà le thème que nous a demandé de traiter. Je vous lis. Le retour du protectionnisme et la crise du multilatéralisme dans le commerce mondial, l'élévation des murs et l'aggravation des restrictions à la mobilité des travailleurs et aux migrations internationales dessinent de nouveaux contours de la géographie de la mondialisation. Pour autant, peut-on dire que nous assistons à un réel processus de démondialisation ? Quelles peuvent être les conséquences du retour des frontières sur les économies et celles de la crise sanitaire sur les relocalisations de la production? Ces dernières sont-elles de l'ordre du possible? Et si oui, comment? Alors on comprend que la question est particulièrement et de toute actualité aujourd'hui, car le gouvernement a mis dans son plan de relance les relocalisations. Donc on voit bien que c'est un argument politique, mais c'est aussi techniquement, il y a de l'argent qui est mis sur ce dispositif. Il y a un objectif politique et il y a une vraie volonté derrière. Donc on va vraiment s'interroger, voilà, est-ce qu'au-delà du discours politique, qui d'ailleurs existe, ne date pas de la crise sanitaire, qui est là depuis quelques années, au-delà, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire avec les relocalisations? Donc pour ça, nous avons la chance d'avoir Sébastien Jean, qui est le directeur du CEPI, et qui est co-auteur cette année avec ses collègues du CEPI de l'économie mondiale 2021. Donc, voilà. Et Helmut Mood, qui est professeur d'économie à l'université Paris-Dauphine, donc qui a écrit en 2017 à la découverte mondialisation et délocalisation. Et vous nous préparez pour janvier 2021 un nouveau livre sur les relocalisations. Ah, excusez-moi, là, je vais arrêter de m'en mêler les pinceaux, c'est pas le but. Et qui est chez quel éditeur ? Bon, voilà, janvier 2021, vous le trouverez. Vous le trouverez. Alors peut-être pour commencer, pour bien entrer dans cette table ronde, on va commencer par Sébastien Jean. Est-ce que vous pouvez nous éclairer justement cette question de la démondialisation? Est-ce que c'est une réalité? On en parle beaucoup, on a vu les tensions entre les États-Unis, la Chine, il y a un discours politique très fort, mais voilà, en tant qu'économiste, est-ce qu'il y a une réalité de la démondialisation? Oui, je crois que c'est un bon endroit par où commencer, parce que cette crise nous a interpellés par rapport à l'état du monde, de l'économie mondiale et de la mondialisation. C'est aussi, c'est par beaucoup d'aspects, une crise de la mondialisation. Ce virus s'est diffusé à une vitesse sans précédent dans l'histoire parce que nous sommes dans un monde mondialisé, hyper connecté, avec des mobilités, des interdépendances extrêmement fortes. Quand l'épidémie s'est développée en France, on a réalisé avec stupeur qu'on dépendait d'une part, qu'on n'avait pas fait finalement correctement le travail de prévision stratégique sur un certain nombre des éléments indispensables à la réponse de l'État à cette épidémie, notamment les masques, par exemple, évidemment, mais aussi que pour notre approvisionnement dans les médicaments essentiels pour répondre à cette épidémie, on dépendait des importations de principes actifs, essentiellement de la Chine et de l'Inde, pour 80 à 90% de notre approvisionnement. Donc une dépendance très forte. Et puis, on a aussi constaté dans le même temps qu'on a dû, beaucoup d'entre nous, passer à du télétravail, à des visioconférences pour lesquelles, finalement, pour l'essentiel, on a dû s'appuyer sur des technologies qui étaient étrangères, Zoom étant la plateforme la plus répandue, même s'il y en a quand même aussi françaises. Donc tout ça, je crois, nous a tous frappés à participer d'une prise de conscience de ce monde, de ses vulnérabilités par certains côtés, de ses dépendances, de ses interdépendances très fortes aussi. En grande partie, tout ça n'est pas nouveau dans le sens où les épidémies ont toujours existé. Elles ont même fait beaucoup plus de morts dans le passé, mais c'est quand même un choc extrêmement révélateur. Alors, ça pose la question ensuite de savoir si
les réponses auxquelles on a assisté, ces affirmations très fortes du fait qu'il fallait évoluer, qu'il fallait aller vers retrouver plus de contrôle sur la capacité de l'État à exercer ses missions régaliennes sans dépendre de pays étrangers qui ne sont parfois même pas des alliés. Est-ce que tout ça participe, disons, d'un constat objectif de ce qui est en train de se passer et qu'il suffit d'accompagner, ou est-ce que c'est une sorte de pensée magique, ou bien est-ce que c'est la première étape, disons, d'une prévision, d'une planification politique plus raisonnée de la façon dont l'État doit tirer les leçons de la crise actuelle. Bon, pour répondre à ces questions, d'abord, il faut essayer de comprendre où est-ce qu'on en est dans la mondialisation. Parce que la mondialisation a beaucoup changé notamment depuis la crise financière de 2008-2009, la crise financière mondiale. On avait eu avant cette crise un extraordinaire développement des interactions commerciales, de ce qu'on appelait les chaînes de valeur, de cette production multinationale, sur les 15 ans en gros qui ont précédé la crise financière. Une intensification du commerce avec une soudaineté comme on n'avait sans doute à peu près jamais vu dans l'histoire, et une intensification aussi des investissements à l'étranger. Qu'est-ce qui s'est passé depuis, donc sur la dernière décennie, en somme? On entend beaucoup parler en France de démondialisation. Quand on essaie de faire un constat objectif, ce que l'on voit, à mon sens, ce n'est pas une démondialisation depuis cette époque. C'est plutôt un plateau, un palier, un ralentissement. Donc, il est vrai que le commerce international n'a jamais retrouvé depuis la crise financière mondiale le rythme, le dynamisme qu'il avait avant crise. Il augmentait 2 fois plus vite que la croissance mondiale, que le PIB au niveau mondial. C'était un rythme intenable, c'était une époque exceptionnelle à cet égard. Et on n'a plus retrouvé ce dynamisme. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il ait chuté de manière systématique. Non, il a continué à augmenter, mais à peu près au même rythme que le PIB au niveau mondial. On a effacé un peu les excès, on a un petit peu diminué en termes de taux d'ouverture. Mais donc, on a arrêté ce développement effréné de ce qu'on appelait les chaînes de valeur mondiales, disons, mais ça ne veut pas dire qu'on a replié les Gaules, qu'on a repris ces usines qui étaient à l'étranger, qu'on les a ramenées en France. Pas du tout, c'est pas ça qui s'est passé. Et les stocks d'investissement à l'étranger, d'ailleurs, ont continué à augmenter, moins vite, mais ils ont continué à augmenter. Donc, il y a eu effectivement des retraits de la mondialisation, par exemple sur l'exposition des banques, en particulier des banques européennes, à l'international, c'est vrai, mais il n'y a pas eu de retrait systématique. Donc on n'est pas dans une situation dans laquelle il suffirait d'accompagner un mouvement de retrait de la mondialisation, et même cette crise ne signe pas en elle-même la fin de la mondialisation. Ça, je crois que c'est important de faire un constat objectif là-dessus et de ne pas prendre ces désirs pour des réalités. Comme on a un peu l'impression, on en a un peu l'impression quand on lit un certain nombre des constats ou des tribunes qui ont été signées au moment de la crise en disant c'est la fin d'un monde, etc. Moi, je pense que c'est effectivement une rupture, mais ce qui commence, dépend beaucoup des mesures que l'on prendra en réponse, des réponses de politique économique. Donc, il n'y a aucune fatalité, il n'y a aucun mouvement engagé qui ne demanderait pas particulièrement d'intervention. Alors, je ne veux pas être trop long, mais ce qui est sûr, malgré tout, c'est que depuis la crise financière, il y a aussi eu une évolution fondamentale dans la façon dont on regarde la mondialisation, dont on regarde les opportunités et les coûts de la mondialisation, avec beaucoup plus de scepticisme par rapport à l'impact de la mondialisation sur l'industrie, par exemple, en particulier, sur les délocalisations, sur le coût de ces chocs de concurrence, notamment associés à l'émergence fulgurante de la Chine, sur le coût de la mobilité des capitaux dans un certain nombre de pays, ces chocs financiers dont la crise financière a été l'exemple le plus spectaculaire, mais au fond cette transmission internationale des chocs financiers, et puis même beaucoup de défiance par rapport aux flux migratoires. Donc c'est devenu un sujet politiquement assez clivant, très controversé, beaucoup plus que ça ne l'était précédemment. Maintenant, pour conclure, si aujourd'hui on essaie de disons, mettre en contexte ce débat sur les relocalisations et l'avenir de la mondialisation, il faut se demander ce que change la crise actuelle. Et je crois qu'elle change pas mal de choses, au niveau géopolitique, au niveau macroéconomique et au niveau microéconomique, pour ainsi dire.
très vite au niveau géopolitique, d'abord parce que c'est un facteur de tension extrêmement fort. De toute façon, les crises sont toujours des facteurs de tension. On est toujours face à une crise grave, tenter de rejeter la faute sur le voisin, de pointer le voisin. On a vu que même en Europe, c'était un facteur extrêmement clivant et il a fallu du temps, disons, pour organiser une réponse solidaire. Et ça reste quand même un sujet de tiraillement. Au niveau international, on voit à quel point ça jette un peu de l'huile sur le feu, des tensions, de la rivalité, de la concurrence stratégique entre les États-Unis et la Chine, et combien ça tend un peu plus encore des relations internationales qui étaient déjà très tendues quand même ces dernières années entre les États-Unis et la Chine, je l'ai dit, mais au-delà aussi, hein, au Moyen-Orient, dans beaucoup de régions du monde, en Asie du Sud-Est également. Donc ça, c'est un premier élément. Au niveau macroéconomique, cette crise, elle change aussi les perspectives de croissance parce qu'elle pointe devant nous la probable perspective d'une dépression, enfin d'un chômage de masse qui est en train de se développer dans beaucoup d'endroits. D'une demande atone parce qu'il y a une réaction des ménages qui souvent est une réaction de précaution, et finalement la possibilité d'une exacerbation de ce qu'on appelait la stagnation séculaire, c'est-à-dire cette situation où la demande est faible, il n'y a pas de dynamisme de perspective d'évolution de la demande, il n'y a pas de dynamisme de la croissance, il y a un investissement qui est très faible, une consommation elle-même qui est faible, une productivité qui évolue lentement. Donc c'est une sorte d'équilibre de basse pression où tout le monde cherche des débouchés et c'est assez peu favorable à la coopération. Et puis, je parlais de microéconomie pour faire référence au fait que cette crise, elle nous perturbe tous, donc elle change nos comportements. Et on a vu sur des épisodes passés qu'une crise grave peut changer durablement les comportements des acteurs économiques. C'est vrai à tous les niveaux. C'est vrai au niveau des ménages. Je parlais d'épargne de précaution tout à l'heure. Je pourrais parler aussi d'entrave à la mobilité. Je pense qu'on va plus se déplacer de la même façon dans les années qui viennent. Je ne sais pas pour combien de temps, mais je sais que ça se compte en années plutôt qu'en mois. On va plus se déplacer de la même manière que ce qu'on faisait précédemment. Et ça compte beaucoup dans les activités économiques, pas seulement pour le tourisme, même pour les entreprises dans leurs relations avec d'autres. Donc les ménages sont impactés. Les États aussi, ils ont dû intervenir massivement. C'est quelque chose qui, je pense, va laisser une trace durable. Les États sont plus présents dans les économies et vont le rester dans les années qui viennent. Et puis les entreprises, parce qu'eux aussi, les décideurs dans le secteur privé doivent tirer les conséquences de la crise qui est en train de se dérouler. Et je pense que ça va modifier la réévaluation des risques et des opportunités dans la conduite de leurs entreprises. Merci beaucoup pour ce panorama de la mondialisation à l'heure de la crise sanitaire. Vous avez conclu en nous disant que les États étaient plus présents. On l'a vu avec tous les grands plans de relance qui ont été, dans tous les pays ont été présentés depuis quelques semaines, mois. Et du coup, je me tourne vers vous, Monsieur Elmwood. Est-ce que donc les États sont plus présents, mais ce discours sur les relocalisations qu'on entend beaucoup, qu'est-ce qui est vraiment faisable? On voit que la mondialisation ralentit, mais on a compris que les chaînes de valeur, elles existent toujours. Donc voilà, derrière, c'est presque ce mythe de la relocalisation qui nous séduit tous, quelque part. Qu'est-ce qui est faisable derrière? Écoutez, d'abord, je voudrais dire que je partage le diagnostic qu'a dressé Sébastien Jean à propos des contours de la mondialisation. Moi, j'ai écrit une tribune dans Le Monde de ce week-end dans laquelle je parlais de reconfiguration de la mondialisation sur de nouvelles bases et pas de démondialisation. Alors, je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit, mais je voudrais rentrer justement, répondre exactement à votre question sur cette question des relocalisations. Il se trouve que je travaille sur ces questions depuis assez longtemps. D'abord, il faut, à mon avis, lever une ambiguïté. Quand on parle de relocalisation, l'ambiguïté, c'est, on l'a vu dans les débats publics, dans les velléités qui se sont exprimées, en particulier à coup de milliards. Il y a 1 milliard qui est affecté à la relocalisation, j'y reviendrai. Et je pense que c'est une erreur de considérer qu'en donnant de l'argent aux entreprises, elles pourraient revenir, pour des raisons très très précises. Premièrement, il y a 2 logiques de délocalisation qu'il faut distinguer. Ça l'a été de manière implicite dans l'exposé qu'a fait Sébastien. La première, c'est l'accès au marché. Quand on va chercher des marchés,
quand on va chercher investir à l'étranger pour aller vendre sur place plutôt qu'exporter. Et on peut dire que, cela a été dit, cette délocalisation à la recherche de marché n'est pas en train de connaître un arrêt. Loin de là, puisque précisément plus les barrières douanières, plus les coûts de transport augmentent, plus les firmes sont incitées à sauter ces barrières en allant sur place. Donc ça, c'est, disons, une première forme de mondialisation des entreprises qui se poursuit à des rythmes plus bas pour des raisons de croissance économique et des perspectives, disons, de rentabilité des entreprises, mais ça se poursuit. La deuxième logique de délocalisation, c'est celle qui nous intéresse quand nous parlons de relocalisation. Car dans la première, personne ne va demander aux entreprises d'abandonner la recherche des marchés pour revenir sur des marchés plus étriqués. Évidemment, non. Donc la deuxième délocalisation qui nous intéresse, c'est les délocalisations verticales liées à la fragmentation des chaînes de valeur. On découpe les produits en morceaux, on les éclate dans le monde, et puis on rapatrie le produit final pour qu'il soit consommé en France. Typiquement, les médicaments, on en a parlé, les principes actifs viennent essentiellement d'Inde et de Chine, tandis que la recherche-développement, le marketing, etc., ces compétences-là sont maintenues dans les pays d'origine des firmes, des grands laboratoires pharmaceutiques ou des firmes multinationales. Alors là, il se passe sur ces délocalisations verticales, là, il y a un mouvement qui est en train de se produire, mais c'est un mouvement dans lequel qui est complexe, dans lequel il faut rentrer dans les logiques sectorielles, absolument dans les logiques sectorielles et je dirais territoriales également. Il y a des relocalisations, des rapatriements de chaînes de valeur qui ont été observés à partir des années 2010. Le mouvement de relocalisation lui-même n'est pas nouveau, ça fait 30 ans que des firmes vont et reviennent, mais le mouvement vraiment réel qui se dessine, c'est celui qui commence à partir des années 2010, où là, les entreprises qui ont dilaté leur chaîne de valeur très loin vers l'Asie ont commencé à rapatrier leur production à proximité des marchés, mais pas forcément dans le pays d'origine. Et pourquoi elles le font à ce moment-là? Alors, elles le font pour 3 raisons qui sont indépendantes des aides publiques. Et c'est la raison pour laquelle je voudrais revenir sur ce débat sur les aides publiques. Elles le font pour la première raison, c'est que les entreprises arbitrent entre robotiser leur chaîne d'assemblage, donc introduire des équipements automatisés qui réduisent la part du coût salarial dont le coût total de fabrication ou d'assemblage. Et elles le font spontanément dans des secteurs candidats à la robotisation, qui sont des secteurs en matière solide, dans lesquels il n'y a pas d'obstacle technique à robotiser. Or, nous sommes dans une période depuis de nombreuses années de taux d'intérêt réel très faibles, voire négatifs, et donc les firmes peuvent s'équiper en robots et substituer la production en France ou à proximité des marchés à la dilatation de leur chaîne de valeur de manière lointaine. Ça, c'est la première raison. Donc l'introduction du progrès technique touche certains secteurs, mais pas d'autres. Par exemple, le textile, l'habillement, le cuir, la chaussure, c'est encore des secteurs dans lesquels les phases d'assemblage demeurent manuelles parce qu'il n'y a pas de robot capable de manipuler des matières souples et 70% du coût d'assemblage, c'est du coût de main-d'œuvre. Donc là, les entreprises, qu'est-ce qu'elles font? Quand les salaires augmentent en Chine, elles vont au Vietnam, elles vont en Éthiopie, elles font ce que j'appelle des délocalisations itinérantes. Donc on voit bien déjà, rien qu'avec ce critère technologique, qu'il y a 2 logiques différentes selon les secteurs. Certains sont candidats à la relocalisation, d'autres pas. Et donc, c'est disons, le corollaire de ce premier facteur qui est l'automatisation de la production, la robotisation, c'est la hausse des coûts salariaux unitaires en Chine et dans les pays émergents. C'est ce qu'on observe justement juste après une grande période où l'écart des coûts salariaux par unité produite, parce que je rappelle que ce qui compte, ce n'est pas le niveau de salaire des Chinois par rapport au niveau de salaire des Français, mais le salaire sur la productivité. D'accord, c'est le coût salarial par unité produite. Et ce coût salarial par unité produite a commencé à augmenter à partir des années 2000, disons la fin des années 2000. Alors, en gros, on donne un chiffre qui était que le coût salarial unitaire chinois et émergent était à peu près de 40% du coût salarial unitaire américain au début des années 2000. Au moment de l'hypermondialisation, il a rattrapé assez largement vers 70-80% du coût salarial unitaire américain, parce que simplement les salaires ont augmenté très rapidement en Chine, beaucoup plus vite que la productivité. Et dans les pays développés, la productivité a augmenté, mais les salaires sont restés constants. Donc en fait, l'écart de coût salarial unitaire s'est réduit. Et donc face à ça, les entreprises ont rapatrié la production en robotisant. Ce phénomène de rattrapage, il existe aussi en Inde ou au Bangladesh ou... Tout à fait, il existe dans beaucoup de pays émergents, mais essentiellement en Chine où ça a été très très sensible. Ça c'est le deuxième facteur. Hein. C'est en quelque sorte, tout à l'heure Sébastien disait, les firmes revoient les coûts cachés de la délocalisation.
Elle revoit en particulier l'arbitrage entre le fait de faire de la productivité. C'est pour ça que quand on relocalise, on réindustrialise pas nécessairement, parce qu'on ne recrée pas les emplois perdus lors des délocalisations, parce qu'on le fait souvent par l'automatisation des processus de production. La deuxième logique, le troisième facteur, puisque vous me demandiez quels sont les facteurs, c'est des questions qui sont liées à la demande. Disons que les produits qui vont, là aussi les firmes sont beaucoup plus prudentes en matière de configuration de la perfection ou de l'imperfection du produit final lorsqu'elles délocalisent. Je vous cite un exemple pour ne pas être trop jargonneux. Il y a une entreprise qui s'appelle Geneviève Laitue qui fait de la vaisselle. Elle délocalisait en Chine sa vaisselle. Les vaisselles revenaient avec des designs qui n'étaient pas corrects. Donc elle gagnait sur des différences de coûts, mais elle perdait sur les parts de marché parce que les produits n'étaient pas adaptés à la demande. Et puis, la demande est de plus en plus versatile. C'est-à-dire que les phénomènes de mode, de raccourcissement des cycles des produits font que quand vous dilatez la chaîne de valeur trop loin, ça vous crée des problèmes, disons, de desserte des marchés. Et le troisième facteur, c'est le facteur même peut-être le plus important dans ce domaine, c'est la hausse des coûts de transport, qu'on a déjà observé à partir des années 2010. Et cette hausse des coûts de transport s'accompagne aujourd'hui, si vous intégrez le coût carbone des émissions des gaz à effet de serre dans le coût de transport, eh bien vous avez un coût qui devient désincitateur à dilater la chaîne de valeur verticalement, placer l'assemblage en Chine et rapatrier à la production, parce que ça annihile, ça annule les différences de coûts de production. Donc vous voyez, ces trois facteurs jouent un rôle essentiel dans les phénomènes de relocalisation de certains secteurs, mais pas de tous. Et puis, deuxième point sur les secteurs, il y a les services, et ça a été aussi indiqué tout à l'heure. Alors que l'on observe une relocalisation indépendamment des aides publiques, j'y reviendrai si on a le temps, encore une fois, dans l'industrie manufacturière, dans l'industrie qui est robotisable, mais aussi pour lesquelles les coûts de transport comptent, parce que les coûts de transport n'ont pas un impact symétrique selon les produits, selon les secteurs productifs de l'industrie manufacturière. Et il se passe quelque chose dans un autre secteur qui est beaucoup plus important en termes de nombre d'emplois, ce sont les services. Dans l'industrie même manufacturière, 40% en moyenne dans les pays de l'OCDE des emplois sont des emplois de services. Et en plus, il y a des emplois de services dans les banques, les assurances, les services de back-office, etc. Et là, en fait, l'effet du Covid en particulier, mais ça avait commencé déjà avant, c'est que l'apprentissage absolument remarquable, simultané au niveau mondial, de la desserte de services à distance à travers les technologies numériques, on en a parlé avec Zoom et c'est ce que nous faisons aujourd'hui, eh bien, autorise une délocalisabilité bien plus importante des activités de service. Donc au moment où l'industrie revient, les services vont avoir tendance à repartir, à partir de nouveau. Et donc vous voyez bien que c'est pour ça que je parle d'une complexification de la mondialisation plutôt que d'une démondialisation, parce qu'il y a trois éléments là, les investissements directs à l'étranger à la recherche de marché, le retour de la production effectivement à proximité des marchés pour les secteurs automatisables, les délocalisations itinérantes pour les secteurs non automatisables, et puis la délocalisabilité croissante, quatrième élément, pour les services. Donc on voit bien que là se dessine une mondialisation, une géographie beaucoup plus complexe qu'auparavant, et donc il ne faut pas effectivement sombrer dans la velléité ou le fétichisme qui consisterait à penser que toute la production reviendrait en France aujourd'hui parce que l'État l'a décidé. Surtout que nous avons fait une étude pour le ministère de l'Industrie il y a quelques années sur les relocalisations, et nous avons observé que sur la quasi-totalité des firmes qui ont relocalisé, il n'y en avait que 6% qui ont relocalisé en utilisant les aides publiques. Parce que quand vous aidez directement les entreprises, vous n'êtes pas sûr, vous créez des effets d'aubaine, vous créez des effets... Vous n'êtes pas sûr d'ailleurs d'attirer les bonnes entreprises. Vous pouvez attirer des chasseurs de primes qui viennent et qui repartent. Donc je suis extrêmement inquiet que l'on affiche des chiffres en termes de milliards d'aides directes aux entreprises pour relocaliser, sans se rendre compte de ces effets pervers, de distorsion de concurrence avec celles qui n'ont pas délocalisé, d'une part, et aussi de ces effets d'aubaine. Et puis d'autre part, effectivement, l'élément clé du plan de relance, c'est l'aide à l'investissement, c'est finalement la politique de recherche et développement, d'innovation, car c'est la seule qui permettra de regagner des avantages comparatifs. Finalement, la relocalisation, c'est quoi d'un point de vue théorique? C'est la récupération d'avantages comparatifs perdus. Grâce à quoi? Grâce à l'innovation. Voilà. Et donc, vraiment, il faut séparer ces deux éléments, sinon on va sombrer dans à la fois des illusions en termes de politique publique, mais surtout continuer dans le puits sans fond qui consiste à aider les firmes directement pour qu'elles reviennent.
Merci beaucoup pour cette belle introduction. Alors, et merci pour vos questions qui commencent à arriver. Je vais, vraiment, elles sont super, je les poserai bien sûr. Mais voilà, peut-être dans un deuxième temps, parce que je voulais déjà que Sébastien Jean réagisse. Donc si je résume très grossièrement, les firmes, elles peuvent relocaliser si elles y ont intérêt. Et les aides d'État directes ne font pas grand-chose, voilà, n'y peuvent pas grand-chose. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation ? Même, Qui est, entre parenthèses, pour le gouvernement, une petite claque pour le gouvernement. je suis d'accord avec l'idée qu'il faut être, d'une part, qu'il n'y a pas de recette magique, c'est pas une évidence. C'est-à-dire que, évidemment, on préfère tous que l'industrie, la production soit localisée en France plutôt qu'en Chine. Bon. Ce constat étant fait, la question qui se pose, elle n'est pas de choisir entre localisation, c'est comme si les deux étaient disponibles de façon équivalente. C'est de savoir si on veut utiliser l'argent public pour aider les producteurs finalement d'une façon qui va s'avérer utile pour le pays. Donc, ça demande de savoir pourquoi est-ce qu'on pense qu'on veut faire ça. Ça demande aussi de garder quelques ordres de grandeur en tête. C'est-à-dire que 1 milliard d'euros dans le plan de relance, quel est le montant du stock d'investissement par des entreprises françaises à l'étranger de l'ordre de 1300 milliards d'euros. 1300. Bon, gardons les ordres de grandeur en tête quand même. C'est pas, l'État ne va pas acheter. D'une part, il n'est pas question non plus que l'État se mette à payer les producteurs pour produire sous prétexte qu'ils sont dans l'industrie. Donc, qu'est-ce qu'on dit une fois qu'on est à ce point-là? Je pense qu'on doit se demander pourquoi est-ce qu'on croit utile de faire ça. Et on a quand même des raisons de penser que l'intervention de l'État, dans certains cas, peut être utile, mais expliciter de ces raisons, ça, je pense que c'est nécessaire, c'est indispensable pour être cohérent ensuite dans ce que l'on met en œuvre. Alors, on a des questions sur l'équilibre extérieur du pays. L'équilibre extérieur du pays, en fait, macroéconomiquement, on n'est pas très loin de l'équilibre. En France, on a un déséquilibre courant, mais il est relativement faible, de l'ordre de 0,7 points de PIB l'an dernier, relativement stable au cours des dernières années. Ça n'est pas un déséquilibre macroéconomique majeur. Pourquoi? Essentiellement parce qu'on a un déficit commercial qui, lui, est plus significatif, mais il est largement compensé par les revenus nets que l'on tire de nos investissements à l'étranger, justement, de l'activité à l'étranger des multinationales. Alors, on préférerait sans doute exporter plutôt qu'avoir des investissements à l'étranger qui rapportent, parce que ça n'a pas les mêmes effets sur le territoire. Mais enfin, disons, si on peut trouver des façons de substituer l'un à l'autre, ça, c'est un premier objectif qui peut être intéressant, parce que ça ramène de l'emploi et ça ramène de l'activité en France avec un effet qui est différent. C'est un premier point. Le deuxième, et il a tenu une place importante dans cette crise, c'est l'objectif d'autonomie stratégique. Et le constat que cette crise repose la question de la capacité de l'État à exercer ses missions régaliennes sans dépendre excessivement de pays lointains ou de pays déjà hors Europe en tout cas, d'éviter de se placer dans une situation de dépendance sur des missions qui seraient critiques. Mais il faut le faire de façon cohérente, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'aller étudier notre dépendance sur l'approvisionnement en chaussettes. Je veux dire, si c'est aux entreprises de gérer ça. Si à un moment il y a une rupture d'approvisionnement ou un problème, les entreprises savent le gérer, elles vont le faire. Donc il faut focaliser ce questionnement en se demandant quels sont les produits critiques, c'est-à-dire quels sont les produits dont les ruptures d'approvisionnement ou le manque est un problème inacceptable pour la collectivité. Vous adhérez à la liste? Le gouvernement a fait une liste, je crois qu'il y a 5 grands secteurs, 5 grands secteurs prioritaires pour les relocalisations. Donc il y a la santé, le numérique, l'électronique, l'agroalimentaire. Ça vous semble une bonne manière de procéder Je pense qu'il faudra être après plus précis que ça, mais d'une façon générale, je crois en effet, d'une part, c'est pas un raisonnement complètement nouveau, c'est-à-dire que ce raisonnement, on l'a depuis toujours sur l'alimentation, sur la défense, sur l'énergie en particulier. Pendant la crise, on a réalisé que la santé devait figurer en plus haute place dans ce raisonnement qu'elle ne l'a fait jusque-là, d'une part. Et d'autre part, à dessein, tout à l'heure je citais Zoom, parce que je pense que l'infrastructure numérique, désormais, doit également figurer en très bonne place, parce qu'on constate avec cette crise que c'est une condition indispensable à la réponse de crise, finalement.
Hein, c'était le fait que nos réseaux tiennent, qui est une possibilité de télécommunication, était indispensable pour préserver le fonctionnement de l'État, de l'économie en situation de crise. Voilà. Et puis, donc, je pense que ça demande d'avoir un peu de réflexion stratégique sur la façon dont on fait face à ça. Et la bonne façon de faire face, ça n'est pas toujours de relocaliser. Il y a beaucoup de... il y a aussi, enfin disons, il y a beaucoup d'autres instruments, notamment le stock stratégique, assurer la bonne information en temps réel, et puis assurer éventuellement la capacité de réponse plutôt que la production en permanence, disons. Et puis, je ne vais pas développer parce que je ne veux pas être long, je vois que Mou brûle de reprendre la parole. Mais l'autre élément important dans l'industrie qui doit motiver et faire, disons, qui doit motiver l'action publique ou l'inaction, enfin, ou le fait de se dire qu'il vaut mieux ne pas intervenir directement pour l'État, c'est tous les effets bénéfiques que peut avoir l'industrie au-delà de son activité même, hein, ce qu'on appelle les externalités en économie. Pourquoi est-ce qu'on dit ça? D'une part, parce que l'industrie, c'est 3/4 des dépenses privées de recherche et développement en France environ, donc c'est un secteur particulièrement important pour l'innovation. Alors, on peut se dire que de ce point de vue-là, c'est un secteur qui mérite l'attention. Mais si on va par là, il faut tenir compte, il faut garder en tête qu'on a déjà un crédit d'impôt recherche qui est très important, hein, qui est une dépense fiscale de l'ordre de, si ma mémoire est bonne, de 5 à 6 milliards d'euros par an. Donc, est-ce que par rapport à ça, on veut compléter? Ça peut avoir du sens dans un certain nombre de cas, parce qu'il ne suffit pas d'avoir de la recherche et développement. Souvent, il faut aussi qu'il y ait une production localisée à proximité pour que ça fonctionne, pour qu'il y ait un écosystème qui permette des innovations. Mais est-ce qu'on va le faire dans tous les secteurs? Non. Je veux dire, il y a un rôle aussi là encore, disons, de coordination que peut avoir l'État pour orienter l'innovation dans certains secteurs. En réponse aux défis du changement climatique, ça fait sens, par exemple, de se dire on a besoin de révolution, mais ça ne se fera pas sans l'État pour créer les marchés dans certains cas. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire créer les marchés? Ça veut dire, par exemple, amorcer la transition vers des véhicules électriques en donnant des aides fiscales très fortes au début. Et ça permet de rentabiliser quelque chose pour lequel il n'y a pas de marché. En plus, on annonce une trajectoire de réglementation et puis ensuite, l'État doit se retirer. Donc, ça peut être des éléments comme ça. Et l'étude des progrès, enfin, des révolutions industrielles passées nous montre que dans la plupart des cas, l'État a effectivement joué un rôle clé, y compris pour la création de l'Internet ou du smartphone, en fait. Hein. Donc là, il y a un rôle important à jouer. On doit aussi garder en tête le fait que l'industrie, c'est très particulier comme activité en comparaison de beaucoup de services en termes de répartition sur le territoire, parce que c'est souvent le poumon économique d'un certain nombre de territoires. Donc là encore, si on met en avant ce genre d'argument, il faut le faire en faisant le constat aussi qu'il y a un certain nombre d'aides, de politiques territoriales qui sont déjà en place. Donc comment est-ce qu'on coordonne ça correctement? Puis ça a aussi des avantages en termes de rémunération des qualifications basses ou intermédiaires. Voilà, donc tout ça pour dire que... Et je pense que ça rejoint en partie ce que disait Maud précédemment. Il ne s'agit pas d'aider à la relocalisation pour la relocalisation sans savoir ce qu'on est en train d'essayer de faire. Voilà. Parce que tout ça, ça coûte cher. Si on aide des producteurs, on leur donne de l'argent qu'on ne donne pas aux ménages, par exemple. Voilà, il faut savoir exactement ce qu'on cherche par là. Vous voulez... Sinon, on a quelques questions, mais réagissez peut-être rapidement, puis comme ça, non, mais je pose des questions. Enfin, la dernière phrase que Sébastien a prononcée, c'est si on aide les producteurs, on n'aide pas les ménages, mais si on aide les producteurs à relocaliser, on crée une distorsion de concurrence par rapport à celles qui n'ont pas délocalisé, surtout. Et c'est pas neutre, les aides publiques. Et surtout, je pense que dans les politiques publiques, ça ne veut pas dire que l'État doit être absent. Il l'est d'ailleurs présent très fortement, mais ça veut dire qu'il faut qu'il distingue très clairement ses objectifs. Et il y a des objectifs défensifs et des objectifs offensifs. Les objectifs défensifs, c'est finalement prévenir, anticiper les chocs des délocalisations, mais le faire sur les territoires, parce que ce qu'on a observé dans une étude récente, c'est qu'au fond, les délocalisations ne sont pas homogènes. Elles ont un impact relativement limité en termes de destruction d'emplois au niveau macroéconomique, mais elles ont un impact local
dans certaines zones d'emploi qui peut être extrêmement fort. Parce que imaginez une zone d'emploi qui abrite Whirlpool uniquement, et bien évidemment, quand le choc arrive sur cette entreprise, ça crée et comme il n'y a pas de mobilité du travail entre les régions, que ça ne s'ajuste pas très bien, les effets de ressenti en plus, ressenti des délocalisations sont extrêmement forts localement. Donc là, il faut des politiques d'anticipation des chocs. Et ça, pour ça, il faut un observatoire précis de localisation des activités et de leur vulnérabilité. Ce que nous avons essayé, ce à quoi nous avons essayé de contribuer. Et puis la deuxième logique, c'est une logique offensive, stratégique cette fois, mais qui consiste à distinguer justement les filières technologiques dans lesquelles nous avons des points faibles, contrairement aux Allemands par exemple. La part de l'industrie en France, c'est 12% de l'emploi total maximum, contre 18% en Allemagne. Il y a un écart de 6 points qui est lié au fait que nous avons des filières productives qui sont un petit peu trouées dans les raquettes. Donc avoir une politique sérieuse de ciblage du crédit d'emploi, du crédit d'impôt recherche-développement, d'abondement à des niveaux extrêmement élevés. C'est pour ça que le milliard, c'est de la dispersion et c'est de la rente finalement pour certaines entreprises. Le milliard pour la relocalisation, ça ne sert pas à grand-chose. C'est pour ça que c'est beaucoup plus important de concentrer les aides sur les filières technologiques. Dernier point là-dessus, si vous regardez l'industrie pharmaceutique, les laboratoires pharmaceutiques, je vais être un peu caricatural, mais vous allez voir que c'est vrai. Et l'industrie de la chaussure de sport, Nike, Adidas, etc., leur organisation, leur chaîne de valeur sont similaires. Concentration sur la recherche-développement, énorme, sur le marketing, le jeu des actionnaires, et puis une division du travail taylorienne très classique de la chaîne de valeur qui est éclatée dans le monde pour minimiser les coûts. Lorsqu'il y a des crises d'approvisionnement dans la chaussure de sport, c'est pas grave. On change de producteur, ça touche le consommateur individuel. Mais lorsqu'il y a des crises d'approvisionnement dans la pharmacie, alors, évidemment, en plus, la pharmacie, contrairement à la chaussure de sport, c'est une industrie qui est socialisée. Au niveau de la demande, c'est la sécurité sociale. Et puis au niveau de l'offre, de la recherche-développement également, il y a un phénomène de socialisation. Donc caractériser la formation comme une industrie stratégique, oui, mais j'irai encore plus loin, comme des biens communs. Et dans ce cas-là, il faut absolument avoir une politique active de protection. Mais pour ça, ça ne se réduit pas seulement à des questions d'argent. C'est ça qui est, à mon avis, l'erreur. Il faut changer les règles du jeu, surtout institutionnelles. Or, les règles du jeu n'ont pas changé. Par exemple, les firmes ne sont pas obligées de révéler la traçabilité de leur chaîne de valeur parce que le code douanier européen ne l'autorise pas. Il y a toute une série de choses du point de vue institutionnel à faire pour favoriser une production plus maîtrisée, pas forcément relocalisée, mais plus maîtrisée. Et plus que la relocalisation, ce qui est bien plus intéressant, c'est la non-délocalisation par l'innovation. Voilà. Et donc, vous voyez que la politique publique, en dehors des annonces un peu marketing faciles, quand vous rentrez dans les détails des choses, et il faut rentrer dans les détails, finalement, la complexité peut s'expliquer de manière simple, eh bien, on voit qu'il peut y avoir des perversités dans un certain nombre d'actions publiques. On va peut-être prendre quelques questions, j'aimerais dire de la salle, mais plutôt des internautes dans notre cas. N'hésitez pas à en envoyer d'autres, on a encore une demi-heure ensemble, donc on peut prendre pas mal de questions. Et la première question qu'on nous a envoyée, elle est simple, mais elle est très intéressante. C'est quelqu'un qui nous dit « relocaliser l'économie, quel coût pour le consommateur ?» Alors, je crois qu'il y a des sondages où on voit qu'en soi, tout le monde dit, pourquoi, notamment évidemment sur l'agroalimentaire, pourquoi pas payer un peu plus cher pour avoir des produits locaux et de bonne qualité. Mais bon, au-delà du sondage, est-ce que vous pensez que en France, c'est jouable est-ce que les gens sont prêts à acheter plus cher? On voit à quel point la consommation est sensible au prix des produits pour avoir du Made in France. C'est une question évidemment centrale à laquelle il est difficile de répondre en même temps, mais dont on voit bien la contrepartie. On l'a bien vu d'ailleurs pendant le confinement, en voyant à quel point aussi très rapidement les prix de l'agroalimentaire ont augmenté. C'est une question aussi qu'on doit se poser par rapport aux alternatives, c'est-à-dire est-ce que justement le jeu en vaut la chandelle par rapport au coût de la relocalisation, par rapport à l'impact sur les prix, par rapport aussi au fait, il faut être quand même aussi conscient des grands équilibres, c'est-à-dire que si on veut moins importer, si on veut plus produire chez nous, on va moins exporter aussi. Donc il peut y avoir aussi un choc concurrentiel sur des industries exportatrices qui vont devoir produire moins. Maintenant, si j'essaie de répondre à votre question, il y a un certain nombre, il y a beaucoup d'évaluations qui ont été faites, mais je redis, parce que pour moi, fondamentalement, ça reste une question à laquelle il est extrêmement difficile de répondre, mais les évaluations qui ont été faites
faite, c'était de l'ordre de dire l'effet sur le pouvoir d'achat, il est de l'ordre de 5%. Si en moyenne, si on s'approvisionne avec des produits français plutôt qu'étrangers, ou bien l'intensification de la concurrence sur une quinzaine d'années avait été évaluée aux alentours de 3%. Je pense que les ordres de grandeur sont là. Je pense que c'est un chiffre, à mon avis, qui, au premier abord, on se dit ah, bah, tiens, c'est pas beaucoup. C'est pas énorme. Bon, à ça, je pense qu'il y a deux éléments qui doivent entrer dans la réflexion. D'une part, le coût-bénéfice, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on attend en échange. Et quand on fait ça, par exemple, si on regarde ce qu'on attend en échange en termes d'emploi industriel, on s'aperçoit que, en fait, ça fait un coût énorme par emploi. Première chose. Et la deuxième, c'est la dynamique, qui au fond là-dedans est plus importante, à mon avis. C'est-à-dire que c'est le niveau d'ouverture, c'est aussi un élément d'une politique économique plus largement. Donc, est-ce qu'on veut s'orienter vers une politique de repli sur soi, ou est-ce qu'on veut être dans une situation dans laquelle on garde une certaine ouverture, mais en revanche, on a des objectifs précis, et c'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure, et du coup, on ne s'interdit pas de prendre des mesures, même quand elles ont un impact sur les échanges. Donc, on ne s'interdit pas de diminuer les échanges si ça répond à des objectifs qu'on a bien identifiés. Par exemple, en premier lieu, la lutte contre le changement climatique. Eh bien, si on a des politiques ambitieuses en Europe et qu'on veut éviter le genre d'effet de fuite que vous mentionnez tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que comme on a une réglementation contre des activités polluantes, elles vont être faites de façon plus avantageuse à l'étranger, on veut éviter que ça se passe, eh bien, on met un mécanisme de taxation du carbone sur les importations. Mais je crois qu'à terme, je crois que ce genre de politique, effectivement, il faut les mettre sur la table aujourd'hui. Voilà, mais j'y crois plus de façon sélective comme ça qu'à vouloir systématiquement remplacer les importations par une production nationale. Je pense que c'est à chacun de nous aussi d'être responsable et d'être cohérent dans nos choix de production. Donc, je pense que c'est le local, c'est très bien. Quand c'est le choix des consommateurs, moi c'est souvent ma préférence et mon choix, et je pense que c'est très bien. Plus ce choix est développé, en gros, quand même collectivement, mieux on se porte. Mais l'imposer à des gens pour qui ça peut être une entaille dans leur pouvoir d'achat significative, là, je pense qu'il faut vraiment se poser la question à deux fois, de savoir si c'est justifié. Oui, je pense que il y a des effets très fortement inégalitaires de la relocalisation au sens de la production en France qui se substituerait dans l'agroalimentaire à la production importée dans certains domaines, parce qu'effectivement, pour des très bas salaires, une tomate qui vaut 1 euro contre une tomate qui vaut 3 euros, c'est pas la même chose, évidemment. Donc il y a des politiques probablement d'accompagnement, mais surtout, ça ne peut pas se faire sans réfléchir aux relations intrafilières entre les distributeurs et les fabricants. Moi, j'ai pas mal travaillé sur ces questions, le textile, l'habillement, le cuir, etc. Ce qu'on observe, c'est que les firmes délocalisent pas seulement pour des motifs de différence de coût de main-d'œuvre, par exemple, mais aussi parce que on a en France quelque chose qui n'est pas un mythe, qui est qu'on a des producteurs qui sont assez atomisés, qui sont assez de faible taille. On n'a pas les entreprises allemandes de taille moyenne forte. Et on a des distributeurs, par contre, qui ont un pouvoir de marché élevé, qui sont de grande taille. Et donc, il y a un rapport de force qui est inégalitaire entre les distributeurs et les fabricants, qui font que les distributeurs ont tendance à décharger leurs charges sur les fabricants, qui, eux, sont incités ensuite à délocaliser tous azimuts, et dont ces marges arrière et toutes ces problématiques dans l'agroalimentaire, il y a une question de régulation, là encore. C'est pour ça que je parle de changer les règles du jeu, des relations entre les distributeurs et les fabricants qui doit être posée au centre de la discussion, y compris pour maîtriser les chaînes de valeur et les questions des délocalisations. Parce que sinon, effectivement, ça crée des effets inégalitaires assez puissants. Dans la pharmacie, par exemple, voilà, les entreprises veulent relocaliser. Elles disent OK, au gouvernement, on va relocaliser, mais on va revoir les prix. Vous savez qu'en France, justement, on a une agence de régulation des prix des médicaments qui régule les prix avec des paliers en fonction des différents types de médicaments.
Et les producteurs ont tendance à vouloir faire un peu de chantage à la relocalisation en disant ben, on veut revoir les prix. Mais pour ça, il faut aussi voir quel impact ça a sur la sécurité sociale, sur les budgets de sécurité sociale, dans la mesure où la demande est très fortement socialisée. Et enfin, dernier point qui a été mentionné, c'est sur la traçabilité. Enfin, j'avais parlé de la traçabilité des chaînes de valeur. Oui, je pense que quand vous regardez dans la pharmacie ce qui se passe, les firmes ne délocalisent pas seulement parce qu'il y a des différences de coûts de main-d'œuvre. À la limite, c'est même un peu minoritaire comme question. Ce qui est beaucoup plus important, c'est les coûts de pollution. C'est les coûts environnementaux qui sont beaucoup plus faibles en Inde et en Chine qu'ils ne le sont évidemment en France. Donc là, évidemment, corriger les écarts de règles environnementales entre les pays par une taxe carbone aux frontières européennes, ça c'est effectivement quelque chose qui devrait être privilégié. Donc on voit bien qu'ici, la question des règles du jeu, le Made in France par exemple aussi, on n'a pas le droit en France, en Europe d'ailleurs, du fait des règles européennes, l'État ne peut pas, disons, estampiller Made in France un produit. Ça peut se faire que par certification privée. Une entreprise peut demander à France Origine Garantie un label, mais pas de manière institutionnelle, étatique, parce que les règles d'origine du Code douanier européen ne l'autorisent pas. Donc, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'on est en train de créer des illusions par le fait qu'en donnant de l'argent aux entreprises, elles reviendraient produire en France, sans changer les règles du jeu qui poussent et qui expliquent très largement ces crises d'approvisionnement. Ouais, pour vous, on traite vraiment les symptômes, mais pas du tout le fond. Exactement. Et je pense qu'il y a une réflexion. Il faut réunir les acteurs, hein, les distributeurs et les fabricants, ces relations intrafilières. On le sait depuis tous ceux qui travaillent de manière assez fine sur l'industrie et sur les relations intrafilières savent quel type de problématique ça pose. Quand les distributeurs sont sans foi ni loi, et ça arrive absolument souvent, ben les fabricants sont acculés à la délocalisation forcée. C'est ce que j'appelle des délocalisations en cascade. Il n'y a pas que des délocalisations choisies, il y a des délocalisations subies. Je pense que votre explication, ça répondait bien. On avait une question de Ryan qui nous disait, à part l'image du Made in France, est-ce vraiment utile de relocaliser si le modèle économique fonctionne? Je pense qu'il a une bonne part de réponse là. Et sinon, on a une batterie de questions sur le commerce international. Donc peut-être Sébastien Jean, là, ça va être pour vous. Nous avions l'OMC ne s'opposerait-elle pas aux politiques de relocalisation? Donc faire peut-être un petit point sur l'OMC au milieu de tout ça. Et plusieurs questions qui revenaient aux mêmes, dont une qui venait du lycée Churchill de Londres, qui nous disait mais pour les pays où nous avons délocalisé, est-ce que c'est pas une catastrophe si les industries reviennent? Quel impact pour ces pays-là? Ça, c'est une bonne question de se décentrer un peu de notre côté. Et c'est bien de grouper les deux questions, je crois. Parce que l'OMC ne nous impose rien. L'OMC est l'organe chargé de l'application des accords que nous avons signés, donc des engagements que nous avons pris. Et ce sont des engagements que les pays prennent les uns par rapport aux autres. C'est pour ça que je dis, c'est très bien de poser en même temps la question de l'OMC et la question de l'impact sur les partenaires. Donc, on a pris un certain nombre d'engagements sur les termes dans lesquels se pose la concurrence internationale, dans lesquels des plafonds sur les droits de douane qu'on applique, par exemple. On a interdit, par exemple, on s'interdit de subventionner les entreprises en fonction de leurs résultats à l'exportation ou en fonction d'une obligation d'achat de contenu local dans ce qu'elles produisent, par exemple. C'est une façon d'essayer de trouver les termes d'une concurrence équitable entre pays. Et donc, c'est des accords qui sont effectivement assez contraignants sur ce que l'on peut faire. Mais ce sont des accords qui n'empêchent pas du tout de mettre en œuvre toute une série de politiques quand on a des objectifs bien identifiés. Et notamment, ce que me semble utile de rappeler et de mettre en avant, c'est que dans les règles du commerce international, bon, d'une part, dans le préambule de l'OMC, de l'accord qui instaure l'OMC, la notion de développement durable est mise en avant, pas celle de libre-échange. Hein. Donc c'est un outil, c'est pas un but, même dans ces accords-là. Et d'autre part, il y a un des principes importants des accords de l'OMC, qui est
rappelé dans ce qui est en fait l'article 20 du GATT, c'est les exceptions générales, c'est-à-dire le fait que les pays se réservent le droit de prendre des politiques visant à protéger l'environnement, à protéger leur sécurité, à protéger un certain nombre à suivre un certain nombre d'objectifs de politique publique, même si ces objectifs ont un impact sur le commerce. Il y a des conditions qui sont associées à ça. Il faut que les mesures soient transparentes, il faut qu'elles soient proportionnées, il faut qu'elles soient non discriminatoires, enfin de façon ou seulement de façon justifiée. Donc, ça veut dire que on s'est mis d'accord sur des règles avec nos partenaires pour éviter justement que ce que fait l'un ne soit trop dommageable à l'autre d'une façon inattendue, déloyale au fond, hein, parce qu'il y a un coût, effectivement, comme l'une des questions l'a justement rappelé, quand une entreprise est déplacée ou quand on prive d'accès à un exportateur d'un pays étranger. On s'est mis d'accord sur des règles, mais on ne s'est pas du tout lié les mains non plus. Hein, et on a beaucoup d'instruments pour lutter pour suivre des objectifs de politique publique et puis pour lutter justement aussi contre la concurrence déloyale. Bon, je ne vais pas rentrer dans des questions de définition par rapport à ça, mais justement éviter que finalement d'autres pays nous fassent payer les coûts de leur politique, au fond. Et sur le même sujet, on avait une... Juste peut-être sur les faits, sur les pays d'origine, oui, je voudrais juste compléter ce qu'a dit Sébastien Jean. En fait, là aussi, rien n'est simple. Parce que d'un côté, il va y avoir des perdants des relocalisations des chaînes de valeur, et il va y avoir des gagnants aussi. En fait, ce qui se passe, c'est que les firmes ne relocalisent pas leur chaîne de valeur dans leur pays d'origine stricto sensu. Elles relocalisent à proximité des marchés sur des bases régionales. Donc, par exemple, des firmes allemandes sont revenues beaucoup dans les pays d'Europe centrale et orientale. Les firmes françaises peuvent revenir dans le bassin méditerranéen. Et donc, on peut se dire que si on revient sur la typologie des délocalisations et relocalisations par secteur que j'ai esquissé au début de l'intervention, on voit qu'il y a des possibilités pour les pays du sud de la Méditerranée d'avoir des stratégies d'insertion dans les chaînes de valeur régionales qui peuvent être extrêmement intéressantes pour eux. Par exemple, dans les services à haute valeur ajoutée, puisque ces services sont amenés à être de plus en plus délocalisés dans des sphères qui sont des sphères de culture commune, de langue commune, évidemment de niveau de qualification et d'infrastructure numérique commune. Mais ça, c'est une chance aussi pour un certain nombre de pays. Et donc, pour les pays plus lointains, il peut y avoir un effet d'éviction qui se traduira par moins d'insertion dans les chaînes de valeur. Mais de toute façon, il ne faut pas se faire d'illusions. La Chine avait commencé le processus déjà avant, dès les années 2010. On voit apparaître une baisse de la part des produits exportés, des produits assemblés en Chine, dans les exportations totales de la Chine. Elle-même a décidé aussi un changement de modèle productif. Donc vraiment, il faut différencier les différents types de pays en fonction de leur niveau de développement et de leur proximité géographique avec les donneurs d'ordre pour répondre de manière précise à cette question, qui est une très bonne question posée par les élèves de Londres. Et là, vous répondez en plus au passage, il y a une question d'une Pauline qui nous demandait justement si ce n'était pas plus stratégique d'opérer un repli régional en termes de relocalisation. Donc, ouais, selon les chaînes, oui, la région peut être le bon... C'est possiblement un des mouvements qui va résulter de cette crise. Ce n'est pas du tout exclu. Notamment parce que l'un des éléments, je pense... dominant de la période qu'on vit actuellement, c'est le fait que le commerce, les relations économiques internationales se jouent au fond à l'ombre de tensions politiques croissantes. Et de toute façon, les relations économiques se font toujours sous condition que les relations politiques le permettent. Mais on a pu être habitué, notamment après la chute du mur,
après la chute du rideau de fer et pendant la presque vingtaine d'années qui a précédé la crise financière, a considéré que c'était acquis, qu'on était dans une situation stable, qu'il y avait cette sorte de Pax Americana, ce que Francis Fukuyama capturait dans le titre de son ouvrage sur la fin de l'histoire, hein, en disant voilà, il n'y a plus vraiment de débat, et c'est les États-Unis qui sont très dominants, qui assurent la paix. Aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup plus d'instabilité. La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine est toujours là. Elle n'est pas terminée. Elle ne se terminera pas le 3 novembre, quel que soit le résultat de l'élection présidentielle américaine, parce que les démocrates sont tout aussi offensifs vis-à-vis de la Chine, avec moins de coups de menton, moins de tweets ravageurs, mais en fait sur le fond, tout aussi dur par rapport à la Chine. Et donc je crois que du point de vue des entreprises, il y a un message fort ici, qui est le message sur lequel le caractère pacifié, stable, de ces relations internationales ne peut plus être pris comme une garantie de la même manière qu'il l'était précédemment. Si moi aujourd'hui j'ai une grosse somme d'argent à investir pour desservir le marché américain, je ne vais pas le mettre en Chine, honnêtement. Je ne vais pas forcément le mettre aux États-Unis pour autant, comme c'était rappelé, c'est-à-dire que très souvent je vais le mettre un peu, je vais avoir le choix entre une variété de pays. Et maintenant, dans la façon dont les entreprises vont, disons, reconsidérer leur stratégie, il peut être tentant, quand on arrive à établir une stratégie cohérente, quand on trouve un écosystème, quand on trouve les ressources sur place aussi, d'essayer de s'organiser au niveau régional plutôt qu'au niveau interrégional parce qu'on est moins exposé. Maintenant, ça a été, on a dit déjà aussi que la question se posait très différemment selon les secteurs. Dans un certain nombre de secteurs, en particulier de technologies assez avancées, il y a des exigences qui sont fortes en termes de disponibilité dans les pays où on veut se localiser, et y compris la question doit être vraiment posée sur la France. Pour la France, la disponibilité, bon, évidemment des capacités logistiques, mais aussi des compétences, de l'écosystème de sous-traitants. Et dans un certain nombre de secteurs, c'est loin d'être évident. Aujourd'hui, l'industrie de l'électronique est quand même massivement localisée en Asie de l'Est. Il en reste, il y a aussi sur certains segments, les États-Unis sont très forts, mais ensuite, si on veut localiser massivement en France, par exemple, il faut s'assurer qu'on ait les compétences derrière. L'évolution, quand même, un peu inquiétante à beaucoup d'égards de notre système éducatif, de ce point de vue-là, je pense, est un gros point d'interrogation et aussi une condition de cohérence sur les politiques publiques qu'il faut avoir en tête. Éducation, formation professionnelle, on a le risque de grosses insuffisances dans les politiques publiques en France aujourd'hui. Je me permets de glisser une question personnelle. C'était au sujet de votre première intervention, El Moumoud. Vous nous avez dit que vous anticipiez maintenant des délocalisations, personnelles, c'est-à-dire, c'est pas lié à mon cas, des délocalisations dans les services. Et vous nous avez dit aussi que le rôle de l'État, c'était d'anticiper ces chocs. Donc, est-ce que vous pensez, du coup, est-ce qu'on peut, pour simplifier, dire que l'urgence aujourd'hui, pour la France, mais même au niveau de l'Union européenne, ce serait plutôt d'anticiper ce possible choc dans les services, plutôt que de s'acharner à faire revenir des bouts d'industrie. Moi, je pense que c'est l'angle mort aussi des politiques publiques, parce qu'on n'a pas, fournir des services à distance dans le domaine de la santé, dans le domaine y compris de l'enseignement, de la formation, dans le domaine de la recherche-développement, du marketing, grâce aux technologies numériques qui vont se complexifier, qui sont d'ailleurs aussi coûteuses en énergie par ailleurs. Mais ça se fait sans coût de transaction. Il n'y a pas de droit de douane sur les circulations des activités immatérielles. Donc il n'y a pas de mécanismes finalement qui vont freiner ces mouvements-là, sinon des mécanismes de régulation qui ne sont pas sur la table de la discussion. Donc effectivement, et ça peut être aussi favorable à un certain nombre de pays que ça puisse se faire. Mais je pense que si on a les yeux rivés uniquement sur l'industrie matérielle, on perd de vue le fait que l'interaction entre les services et l'industrie est devenue extrêmement complexe. Et que même les interactions en matière de causalité, de qui détermine quoi, ça a pas mal changé.
Et donc, en fait, je pense qu'en effet, cette question des services, que ce soit à l'intérieur des entreprises industrielles ou dans les entreprises de services directement, comme les banques, les assurances, etc., doit être prise au sérieux. Je rappelle un chiffre, et c'est un travail de l'OCDE d'ailleurs qui l'a mentionné, qui l'a montré récemment, publié en 2020, qui est que la part des services fournis à distance par la délocalisation, en fait, dans l'industrie manufacturière, stricto sensu, à l'intérieur de l'industrie manufacturière, est passé quelque chose comme de 8% à 20%. Donc ça s'est accru assez considérablement. Mais ça veut dire que là, effectivement, la question des compétences, la question des savoir-faire locaux, des questions des chocs lorsque ces services sont localisés dans un territoire particulier, doivent être effectivement anticipés. Ça ne veut pas dire pour autant freiner ou qu'on doit y faire une barrière quelconque, mais si on veut savoir ce qui va se passer dans les années à venir dans les territoires en matière d'emploi, de choc, il ne faut pas perdre de vue, en effet, ces activités immatérielles qui connaissent une logique tout à fait différente de celle des activités matérielles. Oui, je pense que la crise actuelle, à beaucoup d'égards, elle est un accélérateur de tendance. Comme souvent, d'ailleurs, des crises fortes comme cela, leur effet est d'autant plus grand quand elles rencontrent une tendance sous-jacente qui existait déjà. Et cette capacité d'interaction distante qui a été nommée par certains téléprésence ou télémigration, la capacité qu'on avait finalement à collaborer avec quelqu'un presque comme s'il était là, ça existait déjà, mais la prise de conscience des possibilités à ce point de vue-là est démultipliée par la crise. Et donc ça met un gros point d'interrogation aujourd'hui, en effet, comme El Moumoud le soulignait, sur la suite. Est-ce qu'il ne va pas y avoir une accélération de la délocalisation de certains services? Il y a déjà un peu certains signes dans ce sens-là. Et quelles sont les limites? C'est assez difficile de savoir exactement où est le curseur, où est la limite. Ce qui est intéressant à souligner, je crois, c'est que souvent la limite, c'est le besoin du face-à-face dans le service. Si j'ai besoin vraiment, on le voit tous, le contact à distance, il est un peu plus formel. D'ailleurs là, j'espère que vous êtes nombreux à nous écouter, mais on sent moins la réaction. Vous pouvez moins nous challenger, disons, par une réaction de mécontentement, d'incompréhension, voilà. Et ça, c'est souvent ce qui fait que le contact direct est irremplaçable. L'ironie, au fond, le paradoxe aujourd'hui, c'est que les services, la crise actuelle, c'est une crise des services. Les activités qui prennent la crise de plein fouet, ce sont précisément les services de face-à-face, qui ont besoin de la présence immédiate. Donc on a finalement une partie des services qui prennent de plein fouet la crise aujourd'hui, et l'autre qui sont relativement préservés, mais qui doivent s'inquiéter pour demain. Donc c'est évidemment une situation dans laquelle il faut être particulièrement vigilant, et le travail d'anticipation que vous avez mentionné, qui est indispensable, est particulièrement difficile aussi. Oui, j'ajouterais en outre que si on complète le tableau de la mondialisation, qui est que la mondialisation, c'est 5 composantes: le commerce, les investissements directs, les capitaux, la finance, les technologies, la recherche-développement, les brevets, et puis les migrations internationales. Et si effectivement on rentre dans une phase où la migration de qualifiés en particulier est freinée, pour des raisons qui sont à la fois circonstancielles liées à la crise actuelle, on voit bien que toutes les mobilités se sont arrêtées, mais qui était aussi due à une perception dont tu parlais tout à l'heure, qui est une perception anti-mondialisation et anti-migration qui se diffuse dans la société. Eh bien, les entreprises vont aller chercher les compétences en se déplaçant vers les compétences, si elles ne peuvent pas faire venir les compétences. Donc en fait, on voit bien que ce n'est pas simple, ces histoires de délocalisation et de relocalisation, et qu'il y a une interdépendance entre les différentes composantes de la mondialisation, et que si vous en freinez une, eh bien vous allez lâcher l'autre nécessairement. Parce que si vous avez besoin d'architectes, si vous avez besoin de fournisseurs d'un certain nombre de compétences que vous n'avez pas nécessairement sur vos territoires à des prix qui sont des prix concurrentiels, ben vous allez aller les chercher sur place si vous ne pouvez pas les faire venir vous-même. Donc vous voyez qu'on rentre dans une phase, c'est pour ça que je parle de complexification de la mondialisation plutôt que de la démondialisation. Mais vous anticipez une forme de démigration au sens large? Disons que, en tout cas, temporairement, on est dans une phase de restriction. Il aurait fallu que le troisième acteur ici, bien qu'il s'agisse de recherche que je mène également, soit présent. Mais
effectivement, on est dans une phase de réduction de fait de l'émigration pour les moins qualifiés. Pour les plus qualifiés, c'est un peu différent parce qu'il y a des accords bilatéraux entre États qui continuent à passer. Et puis les migrations continuent à passer par les étudiants. L'immigration de qualifiés, essentiel. Le canal essentiel de la migration de qualifiés à l'échelle internationale, c'est la migration estudiantine. Par exemple, aux États-Unis, c'est à peu près des 2/3 des étudiants étrangers qui viennent du monde entier, qui restent ensuite aux États-Unis comme migrants qualifiés, si vous voulez. Donc en fait, là aussi, on a des effets de court terme, qui j'espère resteront de court terme, qui est le choc que les universités connaissent sur la mobilité. Là, on voit bien que même nos étudiants, nous ne les avons pas en face de nous. Et puis, on a des effets de restrictions politiques qui sont liés à une sorte de réponse des pouvoirs publics à une forme de populisme rampant, de perception extrêmement négative sur les migrations internationales. Voilà, on n'en est pas encore au point où on a une fermeture des frontières, des murs entre le Mexique et les États-Unis. Le mur n'est pas encore terminé, mais l'érection de murs un peu partout, effectivement, qui soient matériels ou immatériels à travers des politiques très dures à l'égard de la migration internationale, va se traduire par, en échange, une politique de délocalisation. Hein. La relocalisation, finalement, est assez complémentaire de la migration. Vous vouliez compléter, Sébastien ? Peut-être juste pour dire qu'il me semble que les effets vont être assez différenciés, dans le sens où ces migrations non qualifiées, cette pression migratoire vers les zones les plus, notamment vers l'Europe, vers les États-Unis, elle est très forte depuis des années, et il y a aussi des politiques de limitation qui sont très fortes. Et au fond, cet équilibre-là, je ne suis pas sûr qu'il va être changé fondamentalement par l'épisode qu'on est en train de vivre. En revanche, le fait que la mobilité soit entravée, à mon avis, c'est quand même durable. Je le disais tout à l'heure, on ne sait pas combien de temps, souhaitons que ça soit pas trop long, mais je pense que ça se compte en années et pas en mois, donc ça va laisser une trace importante. Et je pense que l'impact va être important sur les migrations de plus courte durée. Ça inclut les migrations estudiantines, effectivement. Ça inclut aussi même à la limite des gens qui veulent migrer pour 1-2 ans, parce que ce qu'il faut voir, c'est que quand on va à l'étranger, du coup, ça rend beaucoup plus difficile et coûteux le contact avec ses proches, par exemple. Hein, s'il y a une quatorzaine quand on va dans un pays donné, aujourd'hui, si vous voulez aller en Chine, il faut passer 2 semaines d'isolement à l'arrivée. Hein, donc, les proches de gens qui habitent en Chine ne peuvent pas aller leur rendre visite pour 2 semaines. Donc ça, il faut voir que dans la façon dont on conçoit le coût de la migration, le coût d'habiter à l'étranger, ça peut modifier les choses. Et puis, l'autre aspect, c'est que ça va durablement limiter la mobilité des professionnels, la mobilité temporaire des professionnels. Et ça, c'est quelque chose dont on mesure progressivement l'importance pour les entreprises multinationales en particulier. En tout cas, pour les relations économiques internationales, soit au sein d'une entreprise, soit l'entreprise avec son fournisseur. C'est très important de pouvoir aller rencontrer les gens, nouer une relation personnelle, voir les choses, des visus, se faire un avis par soi-même. Si cette possibilité-là est entravée durablement, je pense qu'on peut s'attendre à ce que ça casse un certain nombre de relations commerciales, de relations d'approvisionnement. Ça les rend beaucoup plus difficiles. Merci beaucoup, Sébastien. Il est presque 1 heure, donc je vais me permettre de vous remercier tous les deux. On avait la chance d'avoir vraiment parmi les meilleurs spécialistes français sur ces sujets de mondialisation et de relocalisation, qui était le deuxième point de notre session. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont écoutés, ceux qui ont envoyé des questions. J'ai essayé parfois j'ai un peu condensé plusieurs questions en une. J'espère que vous y êtes tous plus ou moins retrouvés. Alors peut-être ça a résumé un peu facile, mais je reprendrai un mot que vous avez tous les deux employé à plusieurs moments, dire derrière un peu ces mythes politiques, la complexité derrière des différentes stratégies individuelles, des stratégies évidemment des entreprises qui sont toutes différentes, des filières, des États. Et voilà, donc il peut tout que nous encourager à poursuivre la réflexion compte tenu de la difficulté du sujet. Merci pour vos questions. Merci.